Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie. Au revoir. Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invité est un artiste et collectionneur qui a fait le tour du monde. Il a explosé au début des années 80 avec le mouvement de figuration libre et ses personnages de la diromythologie. Décidé de parcourir les continents dès les années 90, en quête des techniques et de savoir-faire du monde entier, de Bulgarie, du Bénin, de Cuba, de Floride, de Tunisie, entre autres, on parlera d'autres destinations, et il a tout au long de ces années collectionné passionnément, élaborant ce qu'il appelle les arts modestes, jusqu'à leur dédier un musée à Sète, le Miam. Aujourd'hui, le Centre Pompidou retrace cette œuvre, son œuvre. Avec ça, comment rester encore modeste? Bonjour Hervé Di Rosa. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Ah ben, je suis très heureux d'être avec vous, je vous écoute tous les jours. Alors, ça me fait très plaisir, surtout que vous avez failli être en retard et pas du tout, vous êtes pile à l'heure. C'est plus difficile aujourd'hui d'arriver de venir de Barbès que de venir de Lisbonne ou de Sète. Oui, comment ça prend se plus fait de ça? temps, je sais pas, je comprends plus. Mais il faut dire que je suis pas un grand Parisien non plus, hein. J'habite pas Paris tout le temps. Oui, mais même quand on habite à Paris, on se trompe parfois sur les horaires, on pense que ça va aller vite. J'avais pris de l'avance. Mais c'est vrai que c'est une ville de travaux ici, c'est très difficile, en fait, c'est très compliqué. Ah ça y est, vous devenez déjà parisien, il y a trop de travaux partout. Voilà, mais je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais c'est vrai que dans les 50 ans, il n'y aura plus de voitures. Espérons qu'il n'y aura plus de voitures dans Et vous viendrez, vous préparerez. On viendra à pied. Voilà, un jour avant pour venir à la maison de la radio. Voilà, non, on viendra à pied. À ce moment-là, ça roulera bien, on viendra à pied. Oui, c'est ça. Alors, Hervé Di Rosa, je l'ai dit, une exposition au Centre Pompidou vous est consacrée. Vous avez votre Miam, le musée, j'adore ce nom, votre musée international des arts modestes, qui fait plus que marcher quand même depuis plus de 20 ans. Sans oublier, alors je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, votre cérémonie d'installation à l'Académie des Beaux-Arts au fauteuil 4 de la section peinture. Ce sera le 12 juin sous la coupole du Palais de l'Institut de France. Avec tout ça, vous qui êtes quand même le chantre des arts modestes, est-ce que vous voulez encore rester modeste ? Et en plus, je préside la DAGP, qui est la Société des droits d'auteur. Voilà, rajoutez-en dans votre liste. Eh bien, oui, j'essaie, écoutez, j'essaie. C'est un travail. Être artiste, je pense qu'avant tout, c'est être modeste. Alors, c'est vrai que c'est un peu contre-indiqué quand on commence, où il faut croire en soi, un peu avoir un ego. Et d'ailleurs, moi, je l'avais très développé, l'ego, quand j'avais 20 ans. Parce que mes premières expositions et les premières peintures que vous pouvez voir au Centre Pompidou, j'avais 23 ans, 24 ans. Mais vous étiez tout jeune. Pour moi, c'est un peu des peintures de jeunesse, alors que Michel Gauthier, le commissaire, les considère comme une partie historique aujourd'hui dans l'histoire de la peinture, en France en tout cas. Donc vous aviez un ego surdimensionné à 20 ans, et là maintenant, vous avez quel âge ? Là, j'en ai 64. Et vous êtes comment, modeste, c'est ça ? Je suis plus modeste que jamais, je trouve. Et oui, c'est vrai, parce qu'aussi ce mot modeste... Déjà, je voulais nommer toutes les choses que je collectionnais, toutes les images, les objets que je voyais et que personne ne regardait finalement, auxquels personne ne s'intéressait, à part des artistes, à part d'autres artistes qui ont toujours puisé comme moi leur inspiration dans tous ces domaines, dans toutes ces images modestes et populaires. Mais le fait d'avoir explosé aussi jeune, vous dites vous avez eu beaucoup d'ego, vous êtes reconnu. La figure de l'artiste, elle est quand même extrêmement célébrée. C'est très difficile de rester modeste. On va revenir sur les arts modestes, qui est vraiment presque une catégorie. Mais sur la modestie pour un artiste aujourd'hui, c'est presque compliqué, surtout comme vous qui vivez de votre art. Tout à fait, surtout qu'aujourd'hui le système est basé sur la personne. Il y a très peu de collectifs aujourd'hui qui s'en sortent, parce que souvent le marché récupère un du collectif ou deux, et il n'y a plus dessus. Donc c'est vraiment l'espèce de starification Vous en êtes une, vous, de star ? Pas vraiment, il n'y en a pas de stars en France, vous voyez. Peut-être Pierre Soulages qui est mort, mais de stars en art contemporain en France, il n'y en a pas. Elles sont uniquement anglo-saxonnes, c'est comme ça. Ou même chinoises, mais en France, je pense qu'il n'y a pas de stars. Par contre, il y a de très bons artistes. Je pense qu'il y a de très bons artistes. Vous êtes un très bon artiste, alors. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues, il y a de très bons artistes de toutes les générations, des nouvelles générations aussi. C'est pour ça que le Miam existe aussi, hein, c'est pour soutenir aussi des générations nouvelles et différentes. Et je pense que la peinture française n'a pas beaucoup de place à l'international en ce moment, et ça m'attriste, moi, un peu, voilà. Vous m'écoutez, vous avez la gentillesse de m'écouter, mais je suis convaincu que par radio, on m'écouterait mieux. Surtout si je pouvais vous dire que je trouve refuge dans mes rêves de la nuit, peut-être au grenier, peut-être à la part, peut-être dans un corridor. Il n'y a pas conséquent un principe de rêverie, c'est le principe de la modestie.
du refus. Il faut trouver quelque chose de tout à fait modeste. Et quelque chose de pauvre, d'un peu... Sénèque parlait d'une chambre de pauvres. Il ne pouvait pas faire de philosophie dans les palais de Néron. Je me souviens avoir lu cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie, qui disait que les vaches étaient neurasthéniques dans les étapes qui étaient trop éclairées. Elle aussi, n'est-ce pas, a son complexe d'intériorité. Elle veut sa maison, elle veut précisément ce milieu modeste, ce milieu profond, ce milieu où elle vit l'inconscient. Dans l'inconscient, nous ne vivons pas dans des palais. Le philosophe scientifique Gaston Bachelard, c'était dans Rêverie et Radio en 1949. Déjà, c'est toujours agréable d'entendre la voix de Gaston Bachelard. C'est formidable. En plus, on ne peut pas faire de philosophie dans les palais de Néron. Je ne connaissais pas du tout cet extrait. Mais moi non plus. Et vraiment, ça détermine le mien et le travail qu'on fait là-bas, quoi. C'est vraiment... Vous pensez aussi qu'on ne peut pas faire d'art dans des palais dorés, ça ne va pas? Je sais pas, l'art est fait pour les palais dorés quand même, au départ. Oui, le Centre Pompidou, l'Académie des Beaux-Arts. Oui, mais avant encore, c'était les églises, les grands palais, ça a toujours été fait pour des palais. Et aujourd'hui, il y a des collectionneurs quand même très riches qui peuvent acheter des peintures. Pas de nous, artistes français, mais de certains artistes américains qui peuvent atteindre des sommes dingues de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, ça rentre dans les palais. Justement, cette histoire de modestie aussi dans les années 80, c'est vrai que j'ai eu cette montée d'ego. J'étais parti aux États-Unis, je venais de Sète, j'étais fils d'ouvrier, tout ça. Donc, il fallait que je me soutienne avec mon ego. Mais très vite, j'ai remarqué cette grande prétention dans l'art contemporain, que ce soit au niveau des prix, de l'argent, du matériel, de la manière de vivre, mais aussi une grande prétention intellectuelle, un peu se voulant un peu au-dessus de tout et tout ça. Et c'est vrai que la modestie, on en avait vraiment besoin à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression... Et vous voyez, quand j'ai créé ce musée il y a presque 25 ans, je ne pensais pas que ça ouvrirait longtemps. Je pensais que c'était une expérience qui allait durer 4-5 ans. Et qu'après on n'aurait plus besoin. Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois qu'on a encore besoin d'un autre point de vue, d'autres thématiques, d'une autre manière de faire voir les expositions. Ouais, je m'aperçois une idée moins intellectuelle, vous voulez dire, de l'art? Pas moins intellectuelle, c'est une idée qui prend en compte d'autres domaines. Bien sûr qu'il faut réfléchir. Par exemple, la prochaine exposition que nous préparons au MIAM, je me suis associé avec un autre commissaire qui est un universitaire, qui est un docteur en histoire de l'art. Donc on a besoin de ça aussi. Mais on a besoin d'autres points de vue. Il ne faut pas que ça devienne... Il ne faut pas que l'aridité, je pense, coupe les artistes du néophyte, parce que pas grand public, c'est un truc idiot, mais le néophyte, parce qu'on est beaucoup de néophytes. Moi, c'est mon métier, donc je connais bien, mais l'art contemporain, c'est très complexe aujourd'hui. C'est mondialisé déjà, donc quand j'étais élève aux arts décoratifs, à la fin des années 70, je pouvais presque connaître toute l'histoire de l'art contemporain du moment. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a trop de choses, il y a trop de propositions. Il y a beaucoup d'artistes, et dans tous les continents, sur tous les continents. L'histoire du XXe siècle s'est faite uniquement en Europe et aux États-Unis. On avait oublié l'Amérique latine, on avait oublié l'Asie, on avait oublié le continent africain, on avait oublié tout ça. Et aujourd'hui, où tous ces artistes sont visibles enfin, grâce entre autres à l'exposition de Jean-Hubert Martin, Les Magiciens de la Terre, à la fin des années 80, exposition qui, moi, m'a conforté dans ce désir d'aller apprendre ailleurs qu'en Europe à faire de la peinture. Ne pas rester en France avec votre mouvement de figuration libre. Voilà. Vous savez, le mouvement, c'était 4 copains, en fait. Oui, mais peu importe, maintenant ça devient quelque chose d'assez historique, c'est le mouvement de la figuration libre. Mais il y a eu pas beaucoup, il y a eu quelques critiques comme Hervé Padriol qui s'y sont attachés, mais on n'a jamais vraiment eu un appareil critique comme les nouveaux réalistes ou même la figuration narrative. Mais vous avez quand même eu une rétrospective il y a quelques années, non, sur la figuration libre? Oui, il y avait eu à la Fondation Leclerc, à Landerneau. Oui. Mais c'était avec tout le mouvement des années 80 en général. Oui. En tout cas, quand on arrive donc dans cette exposition au Centre Pompidou, qui vous est consacrée, Hervé Di Rosa, quand vous parlez du MIAM, on voit bien l'importance que vous donnez en fait à d'autres productions que celles qu'on pourrait... d'ailleurs, auquel on pourrait s'attendre, en fait, pas vraiment. Quand on arrive dans l'exposition, par exemple, au Centre Pompidou, il y a un planisphère. C'est les îles de l'archipel de l'art modeste. Et puis, juste après, il y a une vitrine gigantesque. D'ailleurs, on a peur qu'elle s'écroule devant nous, remplie de figurines. On voit bien, en fait, que cette ouverture, à la fois sur le monde, mais aussi sur d'autres objets, est presque, pardon pour le terme, mais dégueule. Oui, mais c'est ça. C'est parce que j'ai cet intérêt de regarder ailleurs, parce que ma formation visuelle, je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans pour aller aux arts décoratifs, j'y étais allé quelques fois, mais la première fois que je vois une peinture, une œuvre d'art réellement dans un musée, j'avais 17-18 ans, donc avant
je me suis formé en lisant de la bande dessinée, en lisant les magazines, en regardant les illustrations de disques et tout ça. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, je pense qu'elles ont eu en tout cas une importance primordiale dans mon travail. Et si on regarde un peu l'art contemporain autour, on s'aperçoit aussi que les artistes puisent là-dedans. Parce qu'il y a une inventivité, alors ça peut être des objets fabriqués en des millions d'exemplaires, mais où on oublie toujours qu'il y a un modeliste au départ qui fait le premier modèle sur lequel on pourra faire le moule, que des artisans qui font ça pour survivre dans un village au Mexique ou au Ghana. Vous voyez, c'est tous ces objets qui sont faits par nécessité, sans désirer faire de l'art, sans désirer marquer l'histoire, et qui sont là pour notre plaisir, qui sont souvent inutiles. C'est souvent des objets inutiles, les objets d'art modeste, vous voyez, ou les images, c'est des choses apparemment inutiles. Une œuvre d'art aussi, c'est inutile. Justement, justement, c'est le rapport est là. Et le rapport est là, et je cherche ce rapport depuis des années, et j'ai été obligé, enfin, je me suis forcé un peu à... Vous voulez dire le rapport entre grand art et art modeste. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai un peu séparé en 2000 ma peinture et mes réflexions. Parce que le miam, c'est plutôt sur la réflexion justement de ma peinture vis-à-vis des objets, des images autres et de l'histoire de l'art et des autres artistes. Et donc j'ai scindé ça. Et là, depuis l'exposition à la Maison Rouge en 2016, chez mon ami Antoine de Galbert, à la Fondation Antoine de Galbert, où j'avais enfin réuni le musée, mes peintures et mes sculptures, donc la partie, dirions-nous, introspective, intellectuelle, entre guillemets, qui est le miam, et puis la partie plus, dirions-nous, moi je dis souvent que je fais une peinture biologique, quoi. C'est comme si c'était un de mes bras, une de mes mains. Je fais ça depuis que j'ai 15 ans. Je ne sais pas faire autre chose. Et donc, c'est ces deux parties aujourd'hui. Et Michel Gauthier a eu l'intelligence, justement, d'ouvrir l'exposition avec ces réflexions-là. Et ça pose plein de questions passionnantes, Hervé Di Rosa, parce que si on ouvre tout, en fait, à l'art, même des objets de non-art. Déjà, on pourrait se poser la question de pourquoi on le fait. Est-ce qu'on veut les réhabiliter? Est-ce qu'on doit, en fait, reconsidérer notre regard? Est-ce que c'est aussi pour critiquer les institutions artistiques? Puis il y a une autre question aussi. On va les étudier ensemble, mais la question du critère de sélection. Qu'est-ce que vous mettez dans votre vitrine? Et comment c'est fabriqué? D'où ça vient? Enfin, ça ouvre des champs énormes. Pourquoi je retrouve dans votre vitrine, au Centre Pompidou, Hervé Di Rosa, une figurine de Superman et pas et il y a des scènes, il y a le scène de Gaucho par exemple, Gaucho Ril qui est le scène des Gauchos en Argentine, qui sont aussi des personnages magiques. Mais vous pourriez tout mettre, vous voyez, donc en fait quel est votre critère de sélection? Le critère finalement c'est moi. Mais par exemple, pourquoi vous ne mettriez pas ma gourde dedans? Parce que elle a une utilité. Et souvent, c'est des objets inutiles. Alors, c'est pour ça que les arts modestes sont très compliqués. C'est pas un genre, c'est pas un genre comme l'art brut ou un mouvement comme l'arte povera. C'est vraiment une réflexion, un regard. J'essaie, moi, de regarder les choses différemment depuis 45 ans et j'essaie de préconiser aussi ce changement de regard. Mais effectivement, on peut tout mettre, on peut tout faire ce qu'on veut, mais c'est pour ça... Mais du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que si tout devient de l'art... plus rien n'en est aussi. Oui, mais ça, c'était après là, on rentre dans les réflexions post-Duchamp avec le ready-made. Voilà, ça c'est mon côté post-Duchamp. Il n'y a pas du tout de rapport avec le ready-made. Là, moi, c'est le rapport de l'homme avec les images et les objets. Pourquoi on fabrique des choses aussi belles, aussi... Enfin, moi qui m'intéresse énormément, je dois dire qu'en sculpture, aujourd'hui, je suis plus intéressé par les dernières sorties des personnages de l'univers d'ici, qui sont faits par Todd McFarlane, qui est un grand auteur de BD, qui a ouvert cette boîte cette fabrique de jouets, où ces jouets, ces figurines, ce n'est plus des jouets, c'est des choses extrêmement précises, c'est pour moi de vraies sculptures. Donc il y a quand même une sélection des choses. Et c'est soi-même qu'on s'oblige à... Il faut que ce soit fait par nécessité, et souvent inutile, oui. Mais beau, mais avec quelque chose... Enfin, après, la beauté, c'est très personnel. Hein. Moi, je vais au-delà des goûts. C'est ça, j'ai tout le temps été agressé par l'histoire du bon goût, mauvais goût, parce qu'il y a tout le temps une arrière-pensée sociale, quelque part. Vous voyez, comme le kitsch. Le kitsch, c'est un peu, on rigole, on s'amuse avec l'esthétique des ouvriers, l'esthétique du prolétariat. Oui, même quand on le reprend et qu'on dit qu'on l'aime, c'est finalement pour le tourner c'est avec second degré. C'est avec second degré. Alors que dans les arts modestes, il n'y a pas de second degré. Vous êtes premier degré.
il n'y a pas que moi. Les artistes qui me rejoignent au Miam, Bernard Belluc, qui a créé le Miam avec moi, on a un rapport, et beaucoup d'artistes que je connais, on a un rapport avec ces objets un peu dérisoires, dirions-nous parfois, un vrai rapport, quoi. Mais qui n'a pas chez lui, moi avant de construire le Miam, à la fin des années 90, j'ai regardé quand même tout ça. Qui n'a pas chez lui une étagère? Alors avant c'était sur les téléviseurs, maintenant les écrans plats un peu plus, mais dans ses toilettes, dans son couloir, qui n'a pas une étagère avec des boules de neige, 3 personnages de Pokémon? Des bibelots, ce qu'on appelle des bibelots. Ce qu'on appelle le bibelot, le souvenir touristique, etc. Ça c'est des champs, moi qui me passionnent d'objets, parce que pourquoi ça a été créé, comment, par qui, on ne le sait pas, on croit que c'est des choses qui tombent comme ça, et en fait c'est... On pourrait que c'est aussi que moi, ce il y a sont la des valorisation, vous savez, le Miam aussi, il y a la valorisation de tous ces artisans de la inconnus. Voilà. Ça, pour moi, c'est très important. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que tous les artisans avec qui, moi, j'ai travaillé dans le monde entier, ils sont tous notés dans le catalogue, sur les étiquettes, etc. Parce que j'ai travaillé, quand je partais au Ghana ou au Cameroun, j'ai toujours travaillé avec des artisans qui avaient pignon sur rue. C'était des vrais, des professionnels. Donc, ça m'amusait d'être un client de plus, mais dans des techniques, dans des manières que j'apprenais avec eux. Et ça, c'était assez intense. J'avais pas non plus... et donc là, je me suis aperçu réellement de la qualité de tous ces artisans, qu'ils soient en France ou à travers le monde. Je connais par exemple en France une modéliste, Catherine Médoni, qui fait les figurines à l'échelle 1 de plein de personnages de dessins animés, de bandes dessinées. C'est extraordinaire la manière dont elle travaille. Vous voyez, moi je place ce travail-là très haut finalement. Mais on voit à quel point Hervé Di Rosa, et vous l'avez dit, par le milieu dont vous venez, l'importance aussi que vous accordez aux arts modernes. Vous venez de dire, je n'étais pas allée voir une exposition, j'ai pas vu une œuvre d'art à Paris avant mes 17-18 ans. Comment vous avez eu l'idée alors de devenir artiste ? Pourquoi? Comment ça vient quand on sait Ça, on me le demande toujours. Et franchement, c'est très difficile parce que je me suis toujours senti artiste. J'ai toujours pensé que je ferais ça. Vous auriez pu être artisan, comme vous le disiez. Oui, j'aurais pu être artisan, j'aurais pu être illustrateur. Pas auteur de bande dessinée, parce que la bande dessinée c'est une passion pour moi, mais je suis trop... C'est un travail de bénédictin, la bande dessinée. Il faut être très discipliné. Je ne le suis pas assez... Je suis travailleur, je ne suis pas feignant, mais je ne suis pas assez discipliné. Et il faut que j'aime bien de transmettre une énergie. Je ne transmets pas forcément des histoires dans mes peintures, mais j'essaie de transmettre une énergie, une sensation, quoi. Hein. Donc ça, il faut que je le fasse. Ça répond pas à ma question, même si tout le monde l'a déjà posé avant. Donc, vous savez, depuis tout petit... j'habitais dans un quartier très populaire à Sète, le quartier Haut, et tout le monde jouait dans la rue au foot et tout ça, il y avait les bagarres, etc. Et moi, ça m'horrifiait. Donc j'allais à l'école à pied, vous savez, c'est une petite ville et tout ça, et ma mère me racontait que depuis l'âge de 7-8 ans, je m'enfermais chez moi à dessiner. Et comme je n'avais la perception que de la bande dessinée à cet âge-là. Je savais pas qu'on pouvait faire d'autres ça. Et après, au fur et à mesure, les couvertures de disques, disques, ça a aussi une grande importance, des images très fortes. Et au fur et à mesure, Métal Hurlant a remplacé Spirou, et après Artpress a remplacé Métal Hurlant. Vous voyez, au fur et à mesure, j'ai eu un glissement, et j'ai senti que, et très vite, à 17-18 ans, j'ai senti que l'espace de la galerie et du musée, c'est là où j'avais le plus de liberté. Parce que j'ai essayé de publier, parce que moi, ma passion, c'est la publication, tout ce qui est imprimé, les livres. Vous avez fait des magazines. J'ai une énorme collection de bandes dessinées, de livres illustrés, c'est vraiment... et donc, quand je suis arrivé à Paris, je pensais... publier ce que je faisais, et on m'a vite rappelé que c'était pas ma voie. Et d'ailleurs, entre autres, notre regretté Georges Wolinski qui m'a beaucoup aidé, il m'avait publié dans Charlie Mensuel. Il y avait un mensuel à l'époque qui s'appelait Charlie, où on publiait de très bonnes bandes dessinées internationales de qualité, et il m'avait dit, bon, je publie 2 fois 4 pages. Il m'a dit, mais ne reviens plus, de toute façon tu n'as aucune chance, c'est mal dessiné et il n'y a pas d'histoire. Oui, mais ce qui est fou, c'est que du coup, vous vous dites, c'est mal dessiné, c'est mal écrit, mais vous vous dites, alors je vais faire de la peinture. Parce que quand on découvre vos premières peintures au Centre Pompidou, elles sont quand même immenses. Il faut avoir les conditions matérielles, enfin l'accès aussi à ces matériaux, et puis l'envie, quoi. Des fois, vous savez, il y a eu aussi une chose importante à ma vie, c'est les rencontres. Je pense qu'on
on n'est rien tout seul. Et on s'est rencontrés avec Robert Combas, je devais avoir 13-14 ans au Beaux-Arts de Sète. Donc qui fait partie de la bande de copains de Figuration Libre. Qui est un grand peintre aussi. Et l'autre que j'ai rencontré, François Boiron, que je rencontre quand j'arrive aux Arts Déco, c'est mon premier ami. J'étais tout seul, j'arrivais de Sète à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Ça a été mon premier ami et ça reste un de mes amis. Et donc, et on avait cette même envie. On avait cette même envie de faire des images, d'être artiste, mais surtout de faire des images parce qu'on était entouré de concepts, de réflexions. Vous savez, c'était vraiment... C'était l'art sérieux, quoi. C'était les années 60. Voilà, l'année 70, c'était assez ascétique, c'était l'art minimal et tout ça. Et on voyait très peu de peinture, à part la figuration narrative. Et là, ça m'intéressait moins personnellement parce que je n'étais pas très passionné par des peintres qui travaillaient à la photographie. Vous voyez, j'avais un problème avec ce passage-là. Et donc, il n'y avait rien de ce côté-là. Et donc, on a fait. Alors, nous avons eu la chance aussi d'être acceptés, parce que vous savez, en France, on n'invente rien, jamais, malheureusement. Et comme ça marchait bien pour les artistes expressionnistes allemands et les artistes de la trans-avant-garde italienne, certains se sont dit « Ah, ben voilà, la peinture française qui revient. » Et puis voilà, et puis comme ça a été... Comment vous pourriez décrire la figuration libre? Parce que vous avez fait la distinction avec figuration narrative. Voilà, figuration libre, ça se c'est quoi, on ne peut pas en parler parce que les 4 artistes qui se revendiquent de ce mouvement, Rémi Blanchard, François Boiron, Robert Combas et moi, on est très différents. Vous voyez des peintures de mais il y a quoi? Il y a des figures en fait. Oui, c'est la peinture figurative, une peinture liée qui assume aussi bien sa généalogie artistique sérieuse et savante, mais aussi les arts populaires, l'influence. Par exemple, chez Robert Combas, c'est le rock'n'roll, chez François Boiron, c'est la télévision. Et vous, c'est les comics. Moi, c'est la bande dessinée, les comics. Oui. Chacun, on a un peu son domaine de prédilection. Le regretté Rémi Blanchard, lui, était beaucoup intéressé par les contes. Et donc, vous voyez, voilà. Mais c'est toujours de la figuration, de l'image. Parce que il y avait aussi un truc très simple, c'est que la peinture est le moment et le médium le plus démocratique, parce que quand j'étais aux Arts Déco, on essayait de me faire croire que la photo, la vidéo, l'installation, c'était accessible à tous, que c'était beaucoup plus important pour justement... On dit aussi par exemple avec les smartphones, où voilà. on peut mais la peinture, il suffit d'avoir un morceau de papier, un morceau de toile, 4 pinceaux, tout le monde va comprendre que c'est une œuvre d'art. Pour la vidéo, tout ça, même avec les smartphones, il faut avoir un smartphone, il faut le monter, enfin, etc. etc. Enfin, là, c'est plus difficile aujourd'hui, je pense, c'est plus d'avoir facile, un chevalet avec une grande toile et... Non, parce qu'en fait, j'ai jamais eu de chevalet. Vous savez, au début, je peignais sur des draps de lit et des morceaux de carton, donc je les piquais au mur, et j'avais une chambre qui devait faire... quand j'ai fait la première toile là-bas, qui est en 83, j'avais encore un studio qui devait faire le quart de votre studio ici, vous voyez, et je faisais tout dedans, et je mettais une peinture au mur, je la piquais. Quand on a envie de faire les choses, le lieu et les matériaux n'ont pas de prise, quand vous avez réellement une nécessité, vous voyez, une nécessité de peindre, vous pouvez toujours trouver. Donc ça, c'était dans les années 80. Je vous propose, Hervé Di Rosa, qu'on passe à la suite. On en a un petit peu parlé, mais pas tant que ça. En fait, c'est le tour du monde que vous avez fait à partir des années 90. La passe de Kodjak est soigneusement entretenue par l'armée et grimpe dur à travers des pierriers fumants. Au bas de la seconde rampe, le moteur s'étouffa. Il n'y a vraiment que les voyages à pied. Cette voiture, nous l'aurions bien donnée, mais à qui? Pas une âme à 30 km à la ronde. On nettoya sans trop y croire le distributeur et les bougies, on régla l'avance. Le soleil était au zénith. Nous n'avions plus de cigarettes. En outre, la fièvre me rendait si maladroit que j'engageai la main gauche dans le ventilateur, qui m'entailla 4 doigts jusqu'à l'os et m'envoya dinguer sur la route, le souffle coupé par la douleur. Thierry m'enveloppa la main dans des serviettes pour arrêter l'hémorragie. Et c'est la seule occasion du voyage où la morphine que nous emportions trouva à s'employer. Elle fit merveille. Pousser, tirer, poser des cales avec cette main hors d'usage m'a paru comme une plaisanterie. À 5 heures, nous étions en haut. Un vent frais nous balayait la figure. Du sommet, on aperçoit la tache lépreuse de la ville de Chaman et le plateau afghan qui s'étend vers le nord à perte de vue dans une brume de lumière. Et Bruce Chatwin aussi, j'aimais beaucoup. Nicolas Bouvier, L'usage du monde, on vient d'entendre une lecture par Igor Medzinski, c'était sur France Culture, page arrachée à Nicolas Bouvier. C'est votre livre préféré. Vous étiez en train de me dire, on vous a un peu entendu quand on ouvert le livre, ça a été ma Bible lors des premiers voyages, en tout cas, quand je suis parti d'abord. Et vous deviez partir avec lui, à un moment donné. Et oui, parce que
j'avais rencontré à Addis Abeba, où j'avais posé mon atelier, sur l'avion de retour, un type qui trafiquait l'or, je sais pas quoi, et en parlant, il me dit, mais j'habite à côté de Nicolas Bouvier, il habitait à Genève ou à Lausanne, je me souviens plus. J'habite à côté de chez lui. Donc je lui avais donné le catalogue, justement, on venait d'éditer le catalogue du travail que j'avais fait sur l'Éthiopie, à Addis Abeba, et avec mon numéro de téléphone, mais bon. Et un jour, j'entends le téléphone sonner, et c'était Nicolas Bouvier au téléphone. Et ça m'a vraiment... Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et en fait, je lui ai dit que je voulais le contacter parce que j'avais envie... Je commençais à préparer le projet pour Bindiu, qui est un village qui est à côté de Ho Chi Minh City, au Vietnam. Avec la lac, c'est le projet avec des peintures de lacs et de nacre. Et j'avais envie qu'il m'accompagne, enfin, qu'il crée le texte du catalogue, parce qu'à chaque étape, il y a un catalogue, il y a un livre. Et puis, il semblait intéressé, alors il me racontait, ah oui, mais ça me fera plaisir de revenir à Saïgon. Tu sais, il me disait, à l'époque, j'y suis allé, mais j'étais sur les cargos, et en fait, on descendait juste une nuit pour aller voir les putes et tout ça. Il me racontait des trucs comme ça, c'était assez formidable. Et donc, il avait envie, et puis après, il est tombé très malade, et il est mort, malheureusement. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, je lui ai parlé 2 fois au téléphone, ça a été déjà énorme pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont, quand j'ai commencé vraiment à voyager, parce que dans les années 80, j'ai beaucoup voyagé, mais c'était principalement en Europe, aux États-Unis. Oui, et puis c'était presque dans un cadre de la figuration libre, professionnelle. Alors que là, quand vous partez dans les années 90, Hervé Di Rosa, c'est un peu... Mais je pars pas en touriste, hein, je pars tout le temps avec un projet précis pour travailler. Oui, mais c'est aussi un peu hors cadre, disons. C'est un peu une manière de rompre avec ce sur quoi vous étiez attendu, en tout cas. Vous l'avez fait dans cette idée de rupture. Oui, rupture, et puis moi, je m'ennuyais un peu, à vrai dire, et tout ça. Et puis, je voulais savoir, justement, j'avais eu cette envie de voyage que j'avais vraiment effectué dans les années 80 aux États-Unis. C'était vraiment des vieux rêves, ça, partir habiter à New York, partir à Los Angeles, tout ça, puis au Japon aussi. Mais c'était et dans pas mal de pays d'Europe aussi où il y a eu des expositions. Mais le continent africain, vous voyez, à 7, il est en face. Et finalement, je suis allé une fois au Maroc, mais voilà, je connaissais pas l'Afrique subsaharienne. Et c'est de là que venaient dans les années 80 les premières images, les enseignes de coiffeurs, toutes ces images peintes en Afrique de l'Ouest qui refont leur publicité avec moins de moyens finalement, et qui ont inventé une technique, là par exemple dans le cas des enseignes africaines, ils ont inventé une technique d'après-photo qui est très particulière. C'est juste des 6 couleurs, les 5 couleurs en peinture glycérophthalique, aidées par de l'essence. On achète l'essence en fait pour mélanger. On achète l'essence à la boutique à côté qui vend des mobilettes. En fait, oui, c'est toute notre. Et à chaque fois, c'est tout un cadre différent, quoi. Et c'est ça que vous vouliez rendre. C'est pour ça que vous êtes parti, Hervé Di Rosa, c'est-à-dire que vous rêviez de découvrir d'autres techniques. Je voulais que ma peinture soit dévoyée par les autres. En fait, elle soit transformée. Dévoyée, oui, parce que vous savez. En fait, parce que vous refusez d'être enfermé quelque part. Voilà, parce que par exemple, les ethnologues pensent, on parle du continent africain, ils détestent par exemple les colons, qui sont des statues que les fétiches, des faux fétiches représentant des blancs, que les sculpteurs africains faisaient pour vendre aux blancs, par nécessité, pour ouvrir un marché. Et moi, je trouve que, moi, je collectionne les colons, l'art africain traditionnel. Bon, j'aime beaucoup, mais ça ne m'intéresse pas réellement, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce moment où une connaissance, une pratique rencontre une autre, c'est-à-dire nous, l'Occident, l'industrialisation, les habits, les armes, les voitures, etc. Et il y a des œuvres étonnantes là qui se font à ce moment-là, vous voyez. Alors que les ethnologues appellent ça, ils s'intéressent pas à ça, ils parlent d'un art africain, dévoyé, d'un art africain traditionnel dévoyé. Et moi, je m'inscris dans ça. Je m'inscris dans le fait que la main de l'autre, quand on travaille avec d'autres, je veux pas qu'il refasse ma maquette ou qu'il refasse exactement ce que je veux. Je veux qu'il fasse comme il a l'habitude de faire, avec mes images, avec mes histoires. Mais justement, vous l'avez dit, Hervé Di Rosa, vous détestez, vous n'y êtes pas allé comme un touriste. Voilà, déjà, vous aviez un projet, mais on voit bien que derrière ce mot de tourisme, il y a aussi le refus juste de venir piquer des choses. Vous n'avez pas eu peur à un moment donné, dans votre tour du monde, où il y a 19 étapes, de vous dire, je prends ce qui est bon à certains endroits, et puis c'est moi, Hervé Di Rosa, qui va l'exposer. L'appropriation. Mais en fait, c'était le contraire. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais le contraire, c'était que je voulais démontrer et faire voir qu'il y avait des grandes pratiques et des images et des objets fabriqués dans tous les coins du monde et qu'ils étaient aussi beaux et aussi fameux que les nôtres. Et que ces techniques-là, que ce soit quand on tresse les câbles de téléphone à Durban, en Afrique du Sud, quand on fait aussi des tableaux de perles là-bas, quand on incruste la nacre et qu'on doit recouvrir de 10 couches de laque, ce qui prend des mois et des mois. Vous voyez,
j'essayais de valoriser parce que c'était pas très utilisé. C'est là où on Aujourd'hui, retrouve le côté collectionneur, voilà. en fait. Et aujourd'hui, mon projet, c'est vrai que je me suis un petit peu arrêté à Lisbonne parce que d'habitude, un projet dure entre 2 et 4-5 ans. Là, ça fait une dizaine d'années que j'y suis. Mais parce que c'est une réflexion plus profonde aujourd'hui. Il y a beaucoup d'artistes sur ces continents qui n'existaient pas dans les années 80, vous voyez. Des artistes africains. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, pour le projet du Bénin, de le faire avec l'aide de Romuald Azoumé, qui était à Porto Novo, qui m'a monté tout l'atelier, qui a été vraiment formidable. Et il venait juste d'exposer au Magicien de la Terre, vous voyez, c'était au début des années 90. Et ça, aujourd'hui, on voit par exemple, j'avais un projet en Inde, je voulais aller dans le nord de l'Inde faire de la miniature. Et je me suis aperçu qu'aujourd'hui, il y a plusieurs artistes indiens qui font une miniature contemporaine extraordinaire, qui reprennent à leur compte aussi. Et qui n'ont plus besoin de vous, d'une certaine manière. Voilà, moi, ils ont peut-être jamais eu besoin de moi, hein, mais en tout cas, moi, à cette époque-là, j'avais envie de valoriser ces techniques-là. Aujourd'hui, et je ne voulais pas aussi, ce qui m'embêtait aussi à un moment donné, c'était le côté d'exotisme de l'ailleurs, du loin. C'est pour ça que j'ai fait un projet en Corse, j'en ai fait un à Miami, vous voyez, j'en ai fait un à Séville. Des endroits plus près d'eux parce que le projet n'est pas l'ailleurs absolu. Le projet, c'est d'autres pratiques, d'autres personnes, c'est des mains et des cultures qui fabriquent des choses. Et ces productions-là, je m'y intéresse et j'ai envie de profiter de ce savoir. Par exemple, quand je fais des sculptures au Cameroun, je leur dis, faites-moi la main. Ça, tout ce qui est peinture, j'apprends, hein, j'arrive. Mais ce qui est, par exemple, taille de bois, les grosses sculptures taillées dans les gros troncs, dans un seul truc, à coups de machette et de tronçonneuse, ça, je dois dire, j'aurais plus de mal. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que lui, cet artisan-là, a l'habitude de faire des fétiches, et donc, je lui demande de faire un bras ou une main comme il le fait habituellement. Mais il va la mettre à la place et sur un personnage qui est de moi, vous voyez. Il y a vraiment... et je suis à chaque fois... Une rencontre, comme voilà, vous disiez. étonné et surpris. Alors, c'est pas une rencontre comme entre artistes. J'ai fait des choses en collaboration avec Romuald Azoumé, avec Henri Cobaye, bien sûr avec François Boiron, etc. Mais là, c'est une collaboration avec un artisan. C'est plutôt... Parfois, j'ai l'impression d'être comme un chef d'orchestre qui dirige des instruments dont lui ne sait pas jouer. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Parce que sur le projet Cameroun, sur le projet au Mexique, il y avait une quinzaine d'artisans dans le coup. Hein. Même au Cameroun, il y en avait beaucoup plus. Parce qu'il y avait un atelier pour le bois, un atelier pour la perle, un atelier pour le bronze. Vous voyez. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, les artistes du continent africain sont célébrés, on les voit et tout ça. J'ai moins d'appétence. Vous voyez, par exemple, j'ai travaillé avec Almighty God, l'atelier d'Almighty God à Kumasi, qui est un atelier de peintre d'enseigne. Mais lui est un artiste de son côté. Il s'appelle Akwame Akoto. Il a son travail d'artiste. Mais là, j'ai pas co-signé avec lui parce que je travaillais avec son atelier. Donc, c'est ses assistants souvent qui mettaient leurs touches, etc. Lui n'est pas beaucoup intervenu. Vous voyez, c'est la différence. Et qu'est-ce qui vous inspire encore aujourd'hui, Hervé Di Rosa? Alors, parce que vous avez eu la figuration libre, vous avez fait le tour du monde, il y a les collections... J'ai pas fait le tour du monde. Il y a plein de... Je suis jamais allé en Chine, par exemple. Ah oui, vous voyez. Ah, quand même. Je connais pas la Chine, je connais pas l'Australie. Bon, ça, peut-être qu'on peut s'en passer, je sais pas. Bien qu'il y ait les aborigènes et tout. Il y a toutes les cultures, quand même, natives en Australie qui semblent être... Non, en tout cas, vous n'avez pas fait le tour du monde, mais... J'ai envie de partir au Brésil, par exemple. Donc, vous n'avez pas renoncé à ça, mais aujourd'hui, il y a le Miam et tout. Vous l'avez dit, vous avez 64 ans, c'est ça? Ouais. Donc là, qu'est-ce qui vous inspire encore aujourd'hui? Là, il y a une rétrospective de vous au Centre Pompidou. Vous avez... Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, je fais ce que je n'ai pas fait quand j'étais jeune. Je vais au Louvre. Ah alors, alors racontez-nous. Et là, c'est vrai que depuis 4-5 ans, c'est un voyage aussi. Hein. Des fois, on part loin. Mais c'est vrai que c'est une question. Parce que Nicolas Bouvier m'avait dit ça au téléphone. Il m'avait dit, vous savez, vous êtes comme moi. Il y a des gens comme Jules Verne, ils peuvent rester chez eux et aller de la Terre à la Lune, faire 3 fois le tour du monde et écrire tranquillement chez eux. Et nous, on a besoin de se déplacer. Il m'expliquait qu'il travaillait après, quand il rentrait chez lui. Et c'est vrai, comme moi, on a besoin du déplacement. J'ai besoin du déplacement. Je ne peux pas rester dans mon atelier tout le temps. Et là, c'est un vrai voyage. J'étais pas allé au Louvre depuis des années. C'est vrai, au début des années 80, je m'intéressais pas du tout à la peinture avant le XXe siècle. Voilà, ça m'intéressait à partir de l'impressionnisme, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 7-8 ans, je relis. Alors, je recopie à ma manière certaines peintures, comme la bataille de San Romano de Paolo Uccello, vous voyez, des gros chefs-d'œuvre, pour essayer de les comprendre, en fait. C'est comme un voyage à travers la place de plus immobile, d'une certaine manière. Plus immobile, mais assez intense, parce que ça remet les choses en question. C'est pour ça que jamais j'ose dire que je suis peintre, je dis que je peins des images, parce que
Être peintre, ça veut dire être comme Paolo Uccello. Franchement, je m'en sens pas. Merci beaucoup, Hervé Di Rosa. J'aurais pu encore vous poser énormément de questions. Oui, on aurait pu parler de plein de choses. Mais bon. oui, c'est passé trop vite. Merci, merci à vous. Mais non, mais merci à vous. De vous, l'exposition Hervé Di Rosa, Le Passe-Monde, c'est au Centre Pompidou, c'est jusqu'au 26 août. Je nomme le commissaire de l'exposition, Michel Gauthier, qui nous a fait une très belle visite. Et c'est lui qui a vraiment, il faut le reconnaître, que c'est lui qui a fait toute l'exposition. Bon, alors merci à lui. J'en profite aussi pour signaler que l'on peut donc aller au MIAM, votre musée international des arts modernes, c'est à 7. Dès que le 27 juin, on pourra y découvrir Baudette Dugli, l'autre histoire de la peinture, c'est jusqu'au 10 mars 2025. Enfin, pour finir, pendant que vous êtes en train de vous étouffer avec votre verre d'eau, Hervé Di Rosa, nous allons écouter une chanson. Nous en avons choisi deux, l'une des Kings, l'autre du groupe Suicide. Laquelle souhaitez-vous écouter? Là, c'est dur, c'est les deux préférés. Allez, je vais mettre les Kings parce que comme on est dans la journée quand même, Suicide, c'est plus dur pour les gens. I won't take all that they hand me down and make out I smile, though I will frown. And I'm not gonna take it all lying down, 'cause once I get started I go to town. 'Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else, and I don't wanna roll around like everybody else, and I don't wanna live my life like everybody else, and I will say that I'm fine like everybody else, 'cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. But darling, voilà pour les Kings, vous avez eu votre chanson d'adolescent Hervé Di Rosa. Merci encore à vous, merci à toute l'équipe des Midi de Culture qui sont préparés tous les jours par Anaïs Isbert, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez, Cyril Marchand, Théa Corler, Aïssatou Ndoye, réalisation Louise André, prise de son Jérémy Kaufmann. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site des Midi de Culture et sur l'application Radio France.